Aujourd'hui, je veux dire très clairement à Assad et à ceux qui obéissent à ses ordres que le monde entier les observe. Le recours à des armes chimiques est et serait totalement inacceptable. Si vous commettez l'erreur tragique d'utiliser ces armes, il y aura des conséquences et vous en répondrez. À propos de la Syrie, nous continuerons à soutenir les aspirations légitimes des Syriens. Nous collaborerons avec l'opposition. Nous leur fournirons de l'aide humanitaire et nous œuvrerons à une transition vers une Syrie libérée du régime Assad. Damas utilisant des armes chimiques, Poutine n'y croit pas du tout. Pour le président russe, c'est même une absurdité totale. Vladimir Poutine a réagi au rapport des services de renseignement américains qui accusent le président Assad d'avoir utilisé du gaz toxique lors d'une attaque à Damas le 21 août dernier. Concernant la position de nos amis américains, qui affirment que les troupes gouvernementales syriennes ont utilisé des armes de destruction massive, chimiques dans ce cas, et disent avoir des preuves, eh bien qu'ils les montrent aux enquêteurs des Nations Unies et au Conseil de sécurité. Vladimir Poutine, allié de Bachar al-Assad, a rajouté que Obama, prix Nobel de la paix, devait réfléchir à l'impact d'une attaque sur le peuple syrien, mais aussi que cette question devait être discutée au G20 la semaine prochaine. La Russie va envoyer 2 navires en Méditerranée orientale. Selon des experts, ces bateaux pourraient avertir Damas en cas de tir de missiles américains. Vladimir Poutine sera-t-il le prochain prix Nobel de la paix? C'est en tout cas le souhait de plusieurs députés et autres personnalités russes qui saluent le rôle essentiel joué par leur président dans la crise syrienne. Selon eux, Poutine a empêché un conflit mondial de grande ampleur. Ils ont envoyé leurs propositions au comité Nobel. Poutine aujourd'hui est sans doute celui qui manœuvre le mieux dans le domaine de la réelle politique et de la politique étrangère. Il a manœuvré admirablement, me semble-t-il, dans la crise syrienne. Il a montré la force de la Russie et sa capacité à renverser les équilibres à son profit. Parce que Poutine a gagné sur toute la ligne. Mais il a gagné pour une raison simple, c'est qu'il a fait de la réelle politique, il a fait du gaullisme en vérité. A priori, il n'y aura pas d'intervention militaire. Est-ce que Bachar al-Assad a gagné? Ah oui, Bachar al-Assad et Vladimir Poutine ont gagné. Absolument. Le comité Nobel norvégien a décidé que le prix Nobel de la paix pour 2013 doit être attribué à l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques, l'OIAC, pour son travail considérable en vue d'éliminer les armes chimiques. Eliminating chemical weapons. Oui, là c'est un petit sujet, c'est marrant, c'est que là il y a eu la remise du prix Nobel de la paix et on se serait attendu à ce qu'il soit donné à Vladimir Poutine qui s'est battu de façon très très intelligente sur le plan diplomatique pour éviter le déclenchement pratiquement de la Troisième Guerre mondiale en Syrie, voulu, je le rappelle, d'abord en douce par Israël. Ce n'est pas la bataille d'Israël, c'est votre bataille, c'est la bataille de la France. Parce que c'est la même bataille. S'ils réussissent ici, et si Israël est critiqué, et pas les terroristes, eh bien si nous ne sommes pas solidaires, eh bien cette peste du terrorisme viendra chez vous. C'est une question de temps, elle viendra en France. Vous le pensez? Vous pensez que ce conflit viendra en France? Mais c'est déjà le cas. Et c'est déjà en Afrique du Nord. La portée des roquettes ne fait qu'augmenter. Vous serez visés, vous en France. Est-ce qu'une intervention militaire style Libye est possible et souhaitable en Syrie? Totalement souhaitable et totalement possible. Alors pas le même format, ce sera peut-être pas la France, j'en sais rien, j'espère que la France en serait, mais possible, oui, souhaitable, oui, bien sûr. Cette opération-là, elle est souhaitable, naturellement, et elle est possible. Le président Hollande est-il prêt à envisager une solution sans les Nations Unies? Mais évidemment que c'est possible, ça fait 1 an et demi que c'est possible. ONU ou pas ONU, cette histoire de veto russe et chinois, c'est une indécence. Et voulu incroyablement, de façon incroyablement servile et incohérente par le pouvoir socialiste français à travers Hollande et Fabius. Je suis sorti
renforcé encore dans ma détermination. Et celles et ceux qui avaient des doutes sur les intentions de Bachar el-Assad ne peuvent plus maintenant en avoir. Sur le dossier syrien, Laurent Fabius prend les devants avec un tweet. Si le Conseil de sécurité ne peut pas prendre de décision, elles seront prises d'une autre façon. Une réaction, je dirais, j'essaie de trouver le mot, de force. Ouais, elle sera militaire si elle est de force. Voilà, vous me permettrez de ne pas aller plus loin. Monsieur Bachar el-Assad ne mériterait pas d'être sur la terre. C'est inexplicable, hein. Nous n'avons aucun intérêt à déclencher une guerre. On verra d'ailleurs avec l'affaire de Lampedusa ce que ça commence à déclencher. Et on se serait attendu à ce que Poutine ait le prix Nobel de la paix, et ils ont filé ça à une espèce de truc, de structure onusienne. C'est d'ordinaire loin des projecteurs que s'effectue le travail des experts de l'OIAC. Entrée en fonction en 1997, l'organisation a pour mission principale de superviser le démantèlement de tous les arsenaux chimiques à travers le monde. Cette institution a effectivement effectué un travail remarquable depuis une dizaine d'années, un petit peu, je dirais, dans l'ombre et à l'abri des médias, et qui, globalement, a permis l'éradication quasi totale de l'arme chimique de la surface de la planète. Soi-disant pour le démantèlement des armes chimiques, qui consiste à démanteler les armes chimiques en Syrie, mais de jamais toucher aux armes chimiques de l'hyperpuissance américaine, qui en est gavée jusqu'à la gueule. Donc c'est bien que les gens comprennent à travers toute cette mascarade, tout ce grotesque, que ce que les gens identifient de façon un peu automatique à des vraies valeurs, à des vrais mérites, sont en fait des moyens de domination et d'asservissement. Les prix Nobel, et on pourrait dire la même chose pratiquement des prix Nobel d'économie, bien évidemment, c'est de l'escroquerie systématique. Hein, ça n'existe pas, l'économie n'est pas une science, et les prix Nobel d'économie, c'est rien, c'est du bidon. Il suffit de regarder sur les 50 dernières années à qui on les a donnés et ce que ça a produit. Et on peut pratiquement le dire de tous les prix Nobel aujourd'hui. Donc ce genre de vulgarité, de grossièreté aide à faire comprendre aux gens que tout ça, prix Nobel, ONG, ONU, Conseil de sécurité, tout ça, ce sont des instruments de domination de l'oligarchie mondialiste, on va dire, atlantico-sionisto-bancaire, et rien d'autre. Hein, voilà, ça n'a pas de valeur, c'est de la merde. Voilà. Voilà pour le sommaire, bienvenue à tous. Une embarcation qui prend feu et qui chavire, des passagers engloutis par les flots. Ça n'est malheureusement pas la première fois qu'un drame de ce type se produit au large des côtes italiennes. Mais aujourd'hui, la tragédie a pris une toute autre proportion. On parle ce soir de 130 morts, mais 200 à 300 personnes n'ont toujours pas été retrouvées. Alignés sur le quai, des dizaines de corps de noyés. Puis les cercueils que l'on apporte en prévision du bilan qui sera bien plus lourd. Des larmes pour seul commentaire. L'émotion est tellement vive que l'Italie a décrété une journée de deuil national demain. Accusée de laxisme par le Conseil de l'Europe vis-à-vis de ses candidats à l'exil, eh bien, Rome réplique ce soir. Elle a accueilli près de 100 000 réfugiés depuis le début des révoltes arabes en 2011 et elle demande plus de coordination au niveau de l'Union européenne. L'Europe est avec les habitants de Lampedusa et avec toute l'Italie. L'Europe ne peut pas détourner la tête quand il y a des embarcations qui coulent et qui détruisent l'espoir et la vie. Au-delà du drame, de la tragédie, je crois que c'est important que les responsables politiques européens en parlent et vite, ensemble. Il faut un couloir humanitaire. C'est à eux de se réunir et de trouver la bonne réponse, la bonne solution, mais la compassion ne suffit pas. Oui, alors tout le monde à la larmichette parce qu'il y a des pauvres gens qui fuient les violences et la misère et qui se noient aux portes de l'Europe. Mais personne ne dit que tout ça n'existe qu'à cause de la destruction de la Libye et actuellement de la tentative de destruction de la Syrie, parce que c'est des gens qui fuient le chaos libyen, le chaos de l'Afrique lié au chaos libyen et le chaos syrien. D'où viennent ces hommes et ces femmes ? En majorité d'Érythrée et de Somalie. Ils remontent ensuite sur les côtes tunisiennes et libyennes. Des immigrés syriens tentent également la traversée vers l'Italie. Avec la guerre, ils sont de plus en plus nombreux. Par quelle filière arrivent-ils ? Les passeurs sont essentiellement tunisiens ou libyens. Mais depuis les révoltes arabes, les filières se sont internationalisées. Avant la chute de Kadhafi, la police libyenne patrouillait dans les ports le long de la frontière. Aujourd'hui, ces contrôles n'existent quasiment plus.
et la voie s'est ouverte. Et que tout ça est la faute de nos dirigeants, de ces politiques de guerre systématique et de déstabilisation qui produisent des souffrances terribles sur les populations. Et en premier lieu, il faudra bien montrer que qui est responsable en premier chef de ces morts de Lampedusa, Monsieur Bernard-Henri Lévy. Au contraire, ces printemps arabes, je pense que c'est bon pour Israël. Qui a lui-même voulu à tout prix cette guerre de destruction de la Libye et du système Kadhafi qui maintenait la paix en Afrique centrale. Aujourd'hui, il faut bloquer les colonnes infernales qui sont en train de marcher sur Benghazi et qui vont créer un bain de sang. La communauté internationale aujourd'hui, me semble-t-il, a le pouvoir, et c'est ce que lui demande le gouvernement provisoire de Benghazi, d'aider à mettre hors d'état de nuire l'aviation de Kadhafi. Sans le feu vert de l'ONU, y compris si on n'a pas le feu vert du Conseil de sécurité de l'ONU. C'est mieux si on a le feu vert du Conseil de sécurité de l'ONU. Mais enfin, on ne s'est pas gêné pour se passer du mandat de l'ONU dans tant et tant de circonstances. Ça va comme ça. Et que je rappelle, pour relier ce sujet à d'autres, que M. Bernard-Henri Lévy, on va le mettre en post-prod, l'a fait en tant que juif et pour les intérêts supérieurs d'Israël. Il y a quelque chose qui a étonné beaucoup de gens, c'est que lors de la première convention nationale du CRIF, vous avez fait une déclaration qui a été très reprise en disant, à propos de votre engagement dans cette guerre, je ne l'aurais pas fait si je n'avais pas été juif, et vous avez ajouté, j'ai porté en étendard ma fidélité à mon nom et ma fidélité au sionisme et à Israël. J'ai dit devant une assemblée du CRIF, devant une assemblée des institutions représentatives juives en France, face à un public en majorité juive qui exprimait leur anxiété face aux révoltes du monde arabe, je leur ai dit que l'universalisme et l'humanisme juif tel qu'il les a façonnés et tel qu'il m'a façonné aussi, commandaient de se porter au secours de ces révolutions arabes. Et je pose la question aux juifs du quotidien, aux Français de confession juive, qui est responsable aujourd'hui de la montée de l'antisémitisme en France ? Alain Soral, Dieudonné, ou Bernard-Henri Lévy et toute cette clique qui fomente des guerres partout pour des intérêts très obscurs, qui ont du sang plein les mains et qui le font face à la caméra et avec un sourire goguenard au nom du judaïsme et des intérêts d'Israël. La métaphysique juive telle que je l'entends après Emmanuel Lévinas et d'autres commande de tendre cette main. Pour la première fois, 6 rafales français ont bombardé la Syrie. Objectif, un camp d'entraînement de djihadistes d'État islamique près de Deir ez-Zor, dans l'est du pays. La France assure qu'il n'y a eu aucune perte civile et que d'autres frappes pourraient avoir lieu dans les prochaines semaines. Il a fallu 2 semaines de vol de reconnaissance français et des informations de la coalition américaine pour que François Hollande autorise ces frappes. En Irak, Paris a déjà procédé à plusieurs centaines de raids contre Daesh. La France a frappé ce matin en Syrie. A frappé un camp d'entraînement de ce groupe terroriste Daesh et qui menaçait la sécurité de notre pays. La France dit avoir frappé au nom de la légitime défense, même si des experts estiment que ces raids aériens ont peu de chances d'empêcher des complots terroristes en France, mais permettent plutôt à Paris de reprendre politiquement position. Autre titre de l'actualité, je vous le disais, une nouvelle opération menée par la France sur le territoire syrien. Opération aérienne, la 2e contre le groupe État islamique. Explication et ses premières images avec Claude Sampère. Ultime inspection avant le départ en mission. Ces images ont été tournées la nuit dernière. Les pilotes vérifient une dernière fois l'avion et l'armement, 4 bombes à guider laser. La cible, un centre d'entraînement de l'État islamique en Syrie. Les avions vont décoller en pleine nuit pour un raid de 6 heures. Nous avons frappé parce que nous savons qu'il y a en Syrie, en particulier dans les environs de Raqqa, des centres d'entraînement de combattants étrangers
dont la mission n'est pas d'aller combattre pour Daesh sur le Levant, mais de venir en France, en Europe, pour commettre des attentats. Les 2 Rafales frappeurs sont partis de la base des Émirats arabes unis, escortés par d'autres chasseurs. Ils ont frappé près de Raqqa, fief de l'organisation État islamique, loin de la zone où bombardent les Russes. Selon l'état-major, la mission a été un succès. La France justifie ses opérations par la légitime défense. Ce raid sera suivi d'autres opérations. Luego me pregunta por el caso de Siria. Caso de Siria. Fíjate que los países que están empeñados en derrocar, más bien los gobiernos que están empeñados en derrocar a Bashar al-Assad sin medir las consecuencias, uno de ellos Francia, por cierto, lamentablemente, ¿no? Hubo un cambio de gobierno en Francia. El pueblo francés se expresó libremente en las urnas y eligió un gobierno de izquierda, ¿no? Bien. De izquierda, ¿no? Partido Socialista, ¿no? ¿Está bien? Socialismo es de izquierda, ¿no? ¿No? Y sin embargo, el nuevo gobierno francés parece que incluso con superior saña que el anterior está empeñado en derrocar al gobierno de un país soberano. ¿Pero qué es eso, chicos? Esta es una reflexión que los pueblos de Europa deberían hacerse. Y en eso anda también el gobierno británico y otros gobiernos de la Europa, de esa parte de Europa, Ramón, esa élite europea, élite política, económica, que parece no lograr todavía, a pesar de los años que han transcurrido, desprenderse de la idea imperial. Se creen superiores a nosotros, pues. Se creen con derechos divinos, incluso, ¿será? De imponerle gobiernos a los pueblos árabes, a los pueblos africanos, a los pueblos latinoamericanos. ¿Qué cosa es esa? Oye, ¿cuántos problemas tiene Francia ahorita? ¿Cómo está el desempleo en Francia ahorita, Ramón? ¿Tú tienes datos de eso? ¿Qué te dicen la fuente de AFP? El desempleo, las empresas quebrando, los bancos saqueando a los pueblos. Y bueno, claro que el de Francia no es el peor de los casos. El peor es el español, el portugués, digamos la parte más pobre de la Europa, porque esa Unión Europea nunca. Por eso nosotros, si aquí en América Latina alguna vez, incluso nosotros vimos con interés, con atención, el modelo europeo, y se presentaba aquí como, bueno, sí, el modelo europeo. Yo siempre he sido renuente y he rechazado la pretensión de copiar modelos, y menos europeos, menos del norte, pues, recordando al sabio Simón Rodríguez. No debemos seguir copiando modelos, o inventamos o erramos. Bueno, pero todo aquello de la moneda común, ¿no? La Europa unida, y fíjate, Europa, ¿cuánto tiempo tiene la Unión Europea? ¿Cuánto tiempo tendrá? Acuérdate que eso nació de una alianza primero entre Francia e Inglaterra, y por ahí fue naciendo la Unión Europea. Bueno, pero son varias décadas, cerca de medio siglo. Pero en medio siglo, la Unión, la llamada Unión Europea, no logró una estrategia que, si no elimine o no eliminara, al menos hubiese reducido las grandes asimetrías entre una Europa rica y una Europa pobre. Y ahora es la Europa pobre la que está sufriendo, claro, la crisis. No son Francia y Alemania los que más sufren. Los pueblos, sin embargo, ahí están. La crisis sigue avanzando, lamentablemente. Pero
países como España, bueno, están sufriendo el impacto crudo, casi demoledor, de la tremenda crisis del capitalismo europeo y del modelo europeo. Entonces, deberían, digo yo, el gobierno de Francia, por ejemplo, debería preocuparse más por los problemas de Francia. Ahora, ¿por qué van a estar pendientes la política exterior imperial? De derrocar gobiernos porque no les gusta a alguien, pues así pasó con Libia. Por supuesto que nosotros reconocemos al gobierno sirio. ¿Y a quién quieres que reconozcamos? A los terroristas esos que están matando gente, tomando ciudades, lanzando bombas. Y es triste saber, leer y tener evidencia de que hay gobiernos europeos que reconocen a los terroristas, chicos. Qué cosa, ¿no? Que reconocen a los terroristas y se reúnen con los terroristas y les financian y les envían dinero y armas. Qué cosa, ¿vale? Por eso digo yo, ojalá los pueblos de Europa sigan despertando y se den cuenta de la realidad y le exijan a su gobierno el respeto a la paz internacional, el respeto a los derechos humanos, el respeto a la soberanía de las naciones. Ramón, eso es sagrado. Y cuando digo Europa también digo Estados Unidos. Ojalá los pueblos del norte despierten y se liberen del opio con el que los bombardean a diario a través de los medios de comunicación y el modelo cultural que allí impera, pues. Ojalá. Nosotros, por supuesto, compartimos la posición de Rusia, de China, países aliados nuestros también, amigos, que se respete la soberanía de Siria y que si en Siria hay problemas, pues sean los sirios los que los solucionen, y además de manera pacífica. Hay que condenar los hechos terroristas que sacuden al pueblo sirio y que no son lanzados, pero por supuesto por el gobierno de Siria, sino por grupos terroristas infiltrados, como ocurrió en Libia. Mettons-nous dans les pas d'Ali, un Syrien qui traverse la frontière italienne et arrive à Paris. Contrairement à ses compagnons de route, lui souhaite s'installer en France et demander l'asile, comme 37 919 personnes sur les 7 premiers mois de 2015, un chiffre stable, quasiment identique à l'an dernier sur la même période. Première étape pour Ali, la préfecture, pour obtenir une autorisation provisoire de séjour, puis l'OFPRA, l'agence qui accorde ou non le statut de réfugié, avant d'éventuels recours. Tout cela lui prendra environ 2 ans. Pendant ce temps, Ali a droit à un hébergement, à une allocation de 11,45 € par jour et à l'aide médicale d'État. S'il a des enfants, ils iront à l'école, c'est obligatoire. Et bientôt, il pourra travailler au bout de 9 mois à compter du dépôt de sa demande. Pour son dossier, le pays d'origine est souvent déterminant. Les plus nombreux viennent du Kosovo, suivi par le Soudan, la République démocratique du Congo, la Chine, puis la Syrie. Mais pour obtenir le statut de réfugié, il faut être reconnu victime de persécution en raison de son origine, de ses opinions, ou fuir un pays en guerre. Ainsi, un Syrien est presque assuré d'avoir l'asile en France, alors qu'en moyenne, il n'est accordé qu'à 31,6% des demandes. En cas de refus, Ali devra quitter la France, en théorie, car en pratique, très peu de déboutés du droit d'asile sont expulsés.
Rentrez, rentrez chez vous, crie la police. Il est 4h20 ce matin dans une petite rue du centre de Saint-Denis. Les policiers d'élite du RAID et de la BRI investissent un immeuble. Quelques instants plus tard, ils sortent quelqu'un. Montre tes mains, lui crie-t-il. C'est le début de l'opération. Sur la façade de l'immeuble, les points rouges, des lasers, des fusils, des tireurs d'élite. Ils sont placés. Soudain, une très forte explosion. On apprendra plus tard qu'une femme terroriste s'est fait sauter avec sa ceinture d'explosifs au début de l'assaut. Les policiers tentent de déloger les terroristes qui sont cachés au 3e étage. Ils ne veulent pas se rendre. La fusillade commence. Elle va durer près de 50 minutes. De la fumée s'échappe. L'assaut est très difficile. Il est où ton copain? C'est pas mon copain! Il est où? C'est pas mon copain! ما رد فعلكم على ما حدث بالأمس في باريس؟ قبل كل شيء نتقدم بالتعازي للأسر الفرنسية التي فقدت أعزاء لها بالأمس، ونحن أقرب الناس إلى فهم مثل هذا الوضع، لأننا عانينا من هذا النوع من الإرهاب على مدى الأعوام ال5 الماضية في سوريا، وما حدث في فرنسا بالأمس لا يمكن فصله عما حدث في بيروت قبل يومين، لأن الإرهاب هو نفسه. لا ينبغي أن ننظر إلى الإرهاب على أنه يحدث في ساحات منفصلة. الساحة السورية واليمنية أو الليبية أو الفرنسية في الواقع إنها ساحة واحدة على امتداد العالم بأسره. هل لدى أجهزة استخباراتكم أي معلومات تفيد بأن الأشخاص الذين ارتكبوا هذا العمل الإرهابي قدموا من سوريا أو كان لهم اتصالات بأشخاص في سوريا؟ لا، ليس لدينا أي معلومات عما حدث، لكن المسألة لا تتعلق بأسماء الفاعلين أو من أين أتوا. كنا قد حذرنا قبل 3 سنوات مما سيحدث في أوروبا. قلنا لا تعبثوا بهذا الفالق الزلزالي في سوريا، لأن تداعيات ذلك ستتردد في جميع أنحاء العالم. للأسف لم يهتم المسؤولون الأوروبيون بما كنا نقوله، بل زعموا أننا نهدد، كما أنهم لم يتعلموا مما حدث مطلع هذا العام في حادثة شارلي إبدو. إن أطلاق التصريحات القائلة بأنهم ضد الإرهاب لا تعني شيئا. عليهم أن يحاربوا الإرهاب وعليهم اتباع السياسات الصحيحة. هل طلبت أجهزة الاستخبارات الفرنسية التعاون من أجهزة استخباراتكم، وهل أنتم مستعدون لمساعدتهم في محاربة الإرهاب؟ المسألة ليست في أن يطلبوا المساعدة، عليهم فقط أن يكونوا جادين، وعندها سنكون مستعدين لمحاربة الإرهاب معهم. نحن مستعدون لمحاربة الإرهاب مع أي جهة جادة في ذلك، لكن الحكومة الفرنسية ليست جادة حتى الآن. هل لديك رسالة للرئيس هولاند؟ اعمل لمصلحة شعبك. فالسؤال الأول الذي يطرحه كل مواطن فرنسي اليوم هو: هل عادت السياسات الفرنسية خلال الأعوام ال5 الماضية بأي خير على الشعب الفرنسي؟ الجواب فعليا هو لا. إذن ما أطلبه منه هو أن يعمل لصالح الشعب الفرنسي، وإذا أراد أن يفعل ذلك عليه تغيير سياساته. ما هو الظرف الذي ينبغي أن يتوافر كي تتعاون الحكومة السورية مع الحكومة الفرنسية أو أجهزة الاستخبارات السورية مع نظيرتها الفرنسية؟ لا يمكن التحدث عن تعاون استخباراتي قبل أن يكون هناك تعاون سياسي. لا يمكن أن تتحدث عن تعاون استخباراتي لمحاربة الإرهاب بينما تصب سياسات الحكومة الفرنسية في إطار دعم الإرهاب. هذا ما قصدته بجدية. Mettez-vous derrière le gouvernement et aidez le gouvernement à défendre les Français comme il le fait actuellement. Il ne le défend pas, je suis désolé. Il le défend très bien et avec beaucoup plus de fermeté et d'efficacité que tous ceux que vous avez soutenus jusqu'à alors. Mais vous savez que Daesh existe depuis 3 ans et que c'est pas la peine de nous bassiner avec Sarkozy. Depuis combien de temps? Al-Qaïda que vous soutenez en Syrie, que vous soutenez en Syrie. Vous vous rendez compte de ce que vous dites? Mais je le dis vous vous rendez compte de ce que vous dites? Vous soutenez Al-Qaïda en Syrie. Mais vous êtes fou. Non, vous êtes fou. Écoutez, d'abord je vous permets pas d'insulter. Non mais vous ne pouvez pas dire que je suis tout à fait. Vous ne pouvez pas dire que la France soutient
Al-Qaïda. La France merci de justifier ces propos assez étonnants. Voilà, non, ils ne sont pas étonnants, je vais vous expliquer. Inacceptable, monsieur. La France soutient les rebelles syriens qui sont soi-disant des rebelles démocrates. Des rebelles syriens démocrates en Syrie contre M. Assad. C'était au début de l'insurrection. Qui a récupéré les rebelles syriens démocrates? Al-Nosra. Qu'est-ce que c'est qu'Al-Nosra? Vous savez bien. Al-Nosra, c'est pas Al-Qaïda? Pas tous les rebelles, vous le savez bien. Ah, pas tous les rebelles. C'est-à-dire, certains rebelles ont été récupérés par Al-Qaïda avec des armes françaises. Monsieur Ghazouani, vous ne pouvez pas dire que la France soutient Al-Qaïda. Nous continuons à fournir des armes à Al-Nosra. Par l'intermédiaire des rebelles syriens. Mais je le dis, je l'ai dit à M. Le Drian en commission de la défense, je l'ai dit à M. Fabius, comme tous les autres députés. Il va falloir éclairer tout ça. L'attitude de la France en Syrie n'est pas... Que faudrait-il faire en Syrie alors? Soutenir Assad mais pas soutenir Assad, mais ne pas se mêler de cette affaire. Est-ce que vous êtes toujours partisan de livrer des armes, de l'humanitaire, dans ce qui est le bastion des anti-Bachar modérés? Mais bien sûr, la bataille d'Alep, ou Alep tout court, c'est... C'est la réponse de Paris à Daesh. Cette nuit, une dizaine de chasseurs de l'armée française partis des Émirats arabes unis et de la Jordanie ont lancé au moins une vingtaine de bombes sur la ville de Raqqa, considérée comme le fief des djihadistes en Syrie. Selon le ministère de la Défense, un poste de commandement islamiste qui servait également de centre de recrutement, de dépôt d'armes et de munitions, ainsi qu'un centre d'entraînement ont été touchés. D'après un groupe d'activistes hostiles à Daesh, un stade, un musée ou encore une clinique ont également été touchés. Donc hier, dans les coups de 20h30, nous avons les forces de l'ordre qui ont fait interruption justement au restaurant. Ils sont rentrés, ils étaient entre 35 et 40, avec des casques, des gilets pare-balles, des fusils à pompe à la main, avec des boucliers anti-émeute, etc. Donc ils ont pris place dans le restaurant. Ils ont demandé à tout le monde de s'asseoir, de rester assis et de ne pas bouger. Les mains sur les tables, en évidence. Ils ont sorti les cuisiniers de la cuisine aussi, ils les ont installés sur une table. Ensuite, ils ont fait une fouille. Ils ont fouillé dans le restaurant.
Ils ont cassé des portes qui étaient en bas. Je leur ai proposé de leur donner les clés, mais ils n'ont pas accepté. Ils ne m'ont même pas répondu. Ils ont cassé des portes. Ils ont cassé 3 portes, dont deux qui étaient déjà ouvertes, même pas fermées à clé. Ils ont quand même cassé. Ensuite, justement, ils m'ont demandé de venir dans le bureau. On est monté au bureau. Ils ont cherché aussi au bureau. Ils ont jeté tout ce qui était classeur, toutes les choses comme ça par terre. C'était une fouille. Ils ont fouillé dans tout ce qui est classeur, dans toutes ces choses-là. D'un coup, ils m'ont demandé de signer un papier comme quoi il n'y avait rien. Comme quoi il m'a dit exactement, je ne vous mets pas en garde à vue. Vous n'irez pas en garde à vue, monsieur, parce qu'on n'a rien trouvé. Ils m'ont dit que c'était sous ordre du préfet et c'était par rapport à l'état d'urgence. C'est les seules informations qu'ils m'ont données, rien de plus. Franchement, choqué, honnêtement. Les équipes comme moi, il y a même un serveur, voilà, il était vraiment limite en train de trembler. Je ne sais même pas s'il va continuer d'ailleurs. Demain, ça peut nous causer des dégâts, il va y avoir des amalgames de faits. Est-ce qu'aujourd'hui, dans notre pays, vous, François Hollande, vous trouvez que les choses sur les libertés sont en danger ? Je crois qu'au nom d'une cause qui est juste, nécessaire, lutter contre le terrorisme, on est en train de faire des amalgames et des confusions. C'est-à-dire que celui qui n'est plus dans la norme, qui peut avoir un comportement déviant, qui peut parfois même être au-delà de la loi, peut être assimilé à un terroriste, ce qui, là, est une atteinte grave aux libertés. Pourquoi on fait ça ? Pourquoi le pouvoir politique fait ça selon vous ? Je crois qu'il y a d'abord une espèce de mouvement politique, c'est-à-dire de donner le sentiment qu'il y a une menace et que le pouvoir y répond. Donc il y a une intention politique qui est... Ils inventeraient la menace alors ? Non, je crois qu'ils ne l'inventent pas. Il y a quand même des actes qui se sont produits, caténaires, mais on lui donne un sens qui n'est pas le bon et on lui donne une portée, on en fait un acte terroriste comme pour justifier l'intervention sécuritaire du pouvoir et son efficacité. Et puis deuxièmement, il y a une forme de dérive sécuritaire qui justifie des lois sans cesse plus répressives au nom d'une menace qui parfois est réelle et parfois, on le voit bien, est virtuelle, voire même inexistante. Vous avez quand même dit que, d'une certaine manière, le pouvoir politique pourrait favoriser la qualification d'actes répréhensibles mais, en actes terroristes Pourquoi ? Pour que la population se sente en sécurité avec ce gouvernement ? Je crois qu'on a suffisamment à faire avec le terrorisme réel pour qu'on n'aille pas en inventer un qui n'existe pas, qui relève peut-être d'autres procédures. Donc, mais pourquoi il invente le pouvoir alors ? Peut-être pour montrer une efficacité qui, sur d'autres terrains, notamment économiques et sociaux, n'est pas forcément au rendez-vous. Donc c'est grave vos accusations, M. Hollande, là ? Je pense que c'est grave, c'est vrai que c'est assez troublant. Hein ? Vous avez l'air en forme, vous êtes souriant et puis vous êtes clair, là, je trouve, ce soir. Je vous remercie, M. Hollande. Plus que pour le Parti Socialiste, c'est ça que vous voulez dire. À bientôt. Hein. Salut. Allez, je file. Au revoir. À bientôt. Alors, la prochaine, oui, on se voit, je suis dans votre bureau, comme on avait dit. Hein. Merci. En ces heures dramatiques, nous recevons énormément de questions par notre site, par notre Facebook, et ça tourne toujours autour de 2 questions en fait. Comment est-ce possible que des choses pareilles se produisent et comment les arrêter, comment empêcher que ça recommence? Un étudiant français d'origine marocaine, Amine, m'écrit « Pas d'excuses ou justification à la barbarie, mais prenons conscience que les monstres ne naissent pas, ils se fabriquent. Sur nos territoires, en France, en Belgique, ils se fabriquent dans le rejet, l'exclusion, l'humiliation, l'exploitation et l'abandon face au discours des extrémistes et fanatiques de tous bords. Ailleurs, dit-il, ils se fabriquent dans le carnage, la destruction, le désespoir et sous les bombes de sanguinaires de tous bords. » Et il conclut « L'humanité est une,
et est indivisible. Il n'y a aucune différence entre les pleurs d'une mère ayant perdu un fils dans le bombardement de l'hôpital de Kunduz par les forces de l'OTAN et ceux d'un père ayant perdu sa fille à un concert au cœur de Paris. Comme je l'ai dit, notre émotion à tous, notre sympathie pour les familles des victimes de partout, exige de vrais débats. Et je tiens à dire clairement, au-delà des faits, il nous faut les causes, et je tiens à dire, j'accuse M. Fabius, Hollande, Valls, d'être responsables de ce qui est arrivé à Paris, pour la raison bien simple que Fabius a déclaré « Al-Nosra », c'est-à-dire Al-Qaïda en Syrie, fait du bon boulot, reconnaissant l'alliance de fait de la France avec les terroristes en Syrie, et avant on avait eu le cas en Libye et dans d'autres pays. J'accuse les relations avec les régimes de l'Arabie Saoudite et du Qatar qui ont répandu cet endoctrinement, cette intoxication de quelque chose qui se prétend islamiste mais qui n'a rien à voir avec l'islam, qui est une falsification de l'islam. Et je ne suis pas le seul à accuser, puisque M. Alain Chouet, qui était responsable de la DGSC, donc la Direction Générale de la Sécurité Extérieure, M. Alain Chouet a déclaré, je cite, « Au Moyen-Orient, au Sahel, en Somalie, au Nigeria, nous, la France, sommes alliés avec ceux qui sponsorisent depuis 30 ans le phénomène terroriste, alliés avec ceux qui sponsorisent le terrorisme. » Et il continue, « On s'épuise à s'attaquer aux exécutants, c'est-à-dire aux effets du wahhabisme, mais pas à ses causes, et on n'y arrivera pas à arrêter les attentats comme ça, dit-il, à moins de mettre un flic derrière chaque citoyen. » J'accuse l'alliance avec l'Arabie Saoudite et le Qatar. J'accuse l'alliance avec la Turquie, qui a laissé passer des milliers, des dizaines de milliers d'euros djihadistes sur son sol pour aller commettre en Syrie les mêmes atrocités qu'on voit maintenant à Paris. J'accuse la Turquie d'aider à écouler les stocks de pétrole de Daesh et à financer ce mouvement terroriste. Et je ne suis pas le seul. Madame Ibaskova, qui est ambassadrice de l'Union européenne en Irak, a déclaré à la Commission des Affaires étrangères du Parlement européen, je cite, « Malheureusement, des États membres de l'Union européenne achètent ce pétrole. Je ne peux pas donner plus de détails. » J'accuse cette alliance avec la Turquie de faire le jeu du terrorisme. Et d'une façon générale, j'accuse les États-Unis d'avoir utilisé le terrorisme partout où cela les servait, partout où ils n'osaient pas engager eux-mêmes leurs troupes au sol. Ça a commencé avec l'opération Ben Laden en Afghanistan, ça s'est continué en Yougoslavie, Bosnie-Kosovo, dans le Caucase, et puis l'Irak, et puis la Libye, et puis la Syrie, et il y a encore une série d'autres pays. Les États-Unis, à certains moments, combattent le terrorisme, et à d'autres l'utilisent quand ça les arrange. J'accuse d'une façon générale les États-Unis d'avoir montré l'exemple de la violence, d'avoir mené des guerres tout le temps depuis 25 ou 30 ans et d'avoir montré à tous les peuples que les problèmes, on veut les résoudre par la violence. Je rappelle que la charte de l'ONU prévoit que tous les conflits doivent être négociés. On n'a pas le droit de faire la guerre. C'est strictement interdit par la charte de l'ONU depuis 1945. Et je rappelle qu'un général des États-Unis, Wesley Clark, avait révélé que pour l'administration des États-Unis, en 2001, ils avaient décidé de prendre, je cite, 7 pays, l'Afghanistan, l'Irak, l'Iran, la Somalie, le Soudan, la Libye et le Liban. Ils avaient déjà annoncé ça en 2001. And then I came back to the Pentagon about 6 weeks later. I saw the same officer. I said, why haven't we attacked Iraq? We still going to attack Iraq? He said, oh, sir. He says, it's worse than that. He said, he pulled up a piece of paper off his desk. He said, I just got this memo from the Secretary of Defense's office that says we're going to attack and destroy the governments in 7 countries in 5 years. We're going to start with Iraq, and then we're going to move to Syria, Lebanon, Libya, Somalia, Sudan, and Iran. I said 7 countries in 5 years. Donc il y avait clairement un programme pour développer la guerre. J'accuse cette alliance avec Israël de empoisonner, de semer un climat de haine dans le Moyen-Orient et de montrer qu'on maintient le colonialisme par la violence et en fait le refus de négocier. Ça, c'est sur le plan des causes extérieures de ce terrorisme. Mais il y a aussi des causes intérieures en France, en Belgique, dans les pays européens, qui font que des jeunes tombent dans le panneau de ce terrorisme. Et j'accuse
le maintien de la discrimination raciste envers les immigrés, que ce soit à l'emploi, que ce soit dans la vie quotidienne. La discrimination, le délit de sale gueule, les contrôles, les humiliations policières, c'est ça évidemment qui provoque une rage et une colère qui, la plupart du temps, cherchent à s'exprimer d'une façon tout à fait positive, et chez l'un ou l'autre qui pète les plombs à cause de toute cette indignation et de ce mépris, on se fait intoxiquer, mais par des gens qui par ailleurs sont nos amis, puisque c'est l'Arabie Saoudite qui intoxique les jeunes des quartiers populaires pour les utiliser comme chair à canon. Donc j'accuse cette discrimination raciste. Et j'accuse également le fait que certains empêchent l'école de jouer le rôle qu'elle doit jouer. Je voudrais rappeler que lorsqu'on a eu les attentats odieux contre Charlie, on a eu tout de suite après la ministre française de l'Éducation, Najat Vallaud-Belkacem, qui a déclaré, je cite, « Il y a eu de trop nombreux questionnements de la part des élèves. Et nous avons tous entendu les « oui, je soutiens Charlie, mais les 2 poids 2 mesures, les « pourquoi défendre la liberté d'expression ici et pas là », fin des guillemets. » Et la ministre reprend « Ces questions nous sont insupportables, surtout lorsqu'on les entend à l'école qui est chargée de transmettre des valeurs. » Mais ça, c'est pas l'école, ça, c'est la police. Une ministre de l'Éducation qui dit que les jeunes n'ont pas le droit de se poser des questions et d'en discuter avec leurs profs, mais c'est exactement comme ça qu'on pousse les jeunes dans les bras du terrorisme. J'étais samedi dernier dans une réunion des professeurs pour l'école démocratique ici à Bruxelles, des ateliers où les profs échangent sur la manière de mieux former leurs jeunes, et tous me disaient combien c'était extrêmement difficile maintenant, combien on manque des éléments et souvent on est découragé de lancer de véritables débats et de développer de véritables connaissances sur tous ces problèmes parmi les jeunes. J'accuse l'amalgame qui est fait aujourd'hui entre les migrants, les réfugiés, les terroristes, les islamistes, etc. Ce n'est pas un problème de migrants. Ces gens-là ne quittent pas leur pays parce qu'ils veulent venir dans notre beau climat ou parce qu'ils ont des noires pensées. Ces gens-là quittent leur pays pour fuir la misère et la guerre que nous, gouvernements occidentaux, avons amenés dans leur pays. C'est nous qui avons détruit leur pays. Les migrants qui sont dangereux, ce n'est pas ceux qui essayent de traverser la Méditerranée pour sauver leur famille de la misère ou de la mort. Les migrants qui sont dangereux, ce sont des gens comme Sarko, comme BHL, qui se donnent le droit d'aller en Libye et de dire vous devez faire ça, vous devez renverser ce gouvernement, vous devez donner le pétrole à la France, bien entendu. Ça, c'est les migrants qui sont dangereux, ou bien Hollande, Valls, Fabius, qui vont en Syrie comme si c'était chez eux et qui décident tout ce que doit faire la Syrie. Ça, ce sont les migrants qui sont dangereux à mon avis. Et j'accuse enfin le fait que des gens essayent d'utiliser ces événements tragiques pour répandre la haine des musulmans, pour répandre l'islamophobie. Ça, c'est une chose sur laquelle j'avais déjà mis en garde et qu'on a encore vu récemment. On n'a à la télévision pratiquement pas eu de débat où on pouvait vraiment discuter sur le fond des choses. Et au lieu de ça, on a eu parfois des appels à la haine, mais absolument ahurissants. Sur la télévision belge dimanche dernier, on a eu un certain Moniquet, il l'a dit lui-même d'ailleurs, c'est quelqu'un qui a travaillé pour les services secrets français et israéliens, c'est quelqu'un d'extrême droite, et il nous a dit... Vérifions du monde arabe. Il n'y a pas de démocratie dans le monde arabe, il n'y a pas une université valable dans le monde arabe, il y a peu de création artistique dans le monde arabe, il n'y a pas de création scientifique dans le monde arabe. Alors je sais, on va me dire au 7e siècle, oui, on est au 21e siècle. Ça, c'est complètement faussé le problème. Ce n'est pas un problème d'arabe ou musulman ou chrétien. Bush se réclamait du christianisme, il a fait les horreurs qu'on a vues en Irak et ailleurs. On ne va pas jeter tous les chrétiens en enfer, si j'ose dire, parce que Bush a fait ça. C'est la même chose. Ce qui se passe là n'a rien à voir avec la religion en islam. Et je voudrais faire remarquer 2 choses. Chaque fois qu'il y a eu, dans le monde arabe ou musulman, des dirigeants qui étaient des démocrates, ou qui n'étaient pas des démocrates, mais qui en tout cas étaient des laïcs et voulaient moderniser leur pays. Qu'est-ce que l'Occident a fait? Il les a assassinés, il les a renversés. On a fait ça en Égypte, on a fait ça en Iran, on a fait ça en Libye, on a fait ça en Syrie. Donc, il y a quand même une hypocrisie fondamentale. Vous vous plaignez que le monde arabe et musulman n'est pas démocratique, mais chaque fois qu'il y a un démocrate, vous le renversez pour que les multinationales puissent contrôler
le pétrole et voler les peuples locaux, ce qui évidemment est très démocratique. Donc on est dans l'hypocrisie et alors on en profite pour répandre un discours de panique et de peur vis-à-vis des musulmans qui sont dangereux. Et évidemment, comme ça, on ne va faire que jeter de l'huile sur le feu. La question qui nous préoccupe tous, c'est comment on va empêcher la répétition de tels attentats. Et là, on nous dit que nos gouvernements nous protègent. Qui est lui ? Un jour, une question. C'est quoi le terrorisme ? Il est difficile de lutter contre le terrorisme, car ses partisans se cachent et disposent de moyens sophistiqués pour agir. Mais la plupart des pays font tout pour protéger leurs citoyens. La France dispose par exemple du plan Vigipirate. Un ensemble de mesures basées sur la vigilance qui ont déjà permis de déjouer plusieurs attentats. En réalité, nos gouvernements ne nous protègent pas. Je pense que c'est eux qui ont créé le risque de ces attentats à Paris et ailleurs, et je ne suis pas le seul à le dire. Alain Chouet, dont j'ai parlé, donc un ex-dirigeant de la Direction générale de la sécurité extérieure, a dénoncé l'attitude de la France sur la question de la prévention du terrorisme. Je cite : « Les services de sécurité syriens ont épargné à la France à plusieurs reprises de terribles catastrophes que des terroristes d'origine arabe s'apprêtaient à provoquer. Seuls les renseignements fournis par les services syriens nous ont permis de les déjouer et de sauver des vies innocentes. » Et il donne un exemple. « Nous avons obtenu, grâce à la coopération avec la Syrie, de précieux renseignements qui nous ont conduits à déjouer en 2008 un plan terroriste qui aurait fait des milliers de morts dans le métro de Paris. Grâce au colonel Maklouf, on a pu démanteler, intercepter un groupe des plus dangereux terroristes d'Al-Qaïda. » Et alors, il s'étonne de la politique française et il dit « Comment peut-on mettre sur la liste des sanctions françaises et européennes cet officier Maklouf qui a été blessé lors d'une opération terroriste contre des terroristes, lors d'une opération contre des terroristes qui attaquaient les ambassades françaises et américaines à Damas. Imaginez que quelqu'un sauve nos enfants d'une mort certaine et au lieu de l'en remercier, notre diplomatie le traite de terroriste et le met comme un criminel sur une liste de sanctions. Et en plus, dit-il, nous les remercions en finançant, nous, des attentats terroristes sur leur territoire. Est-ce une politique raisonnable ? Ça, c'est un avis des responsables officiels de la sécurité en France. Sur base de ça, et je tiens à lancer un appel pour justement qu'on puisse se mobiliser pour empêcher la répétition de tels actes. Je crois que pour empêcher cet engrenage de guerre, de terrorisme, d'attentats, il faut absolument dire stop aux guerres et aux ingérences. Je l'ai dit, la guerre, elle est illégale. Elle n'est pas une façon de résoudre les conflits internationaux. Et si on veut faire quand même la guerre, il faut être clair, c'est parce qu'on poursuit d'autres intérêts, le business, le pétrole, le gaz, il faut faire main basse. Et donc on ne veut pas une solution, on veut écarter les gens qui ne sont pas d'accord qu'on vole leur pétrole. Deuxièmement, il est très important de dire stop au colonialisme d'Israël. Nous savons tous que les jeunes ici ont la rage parce qu'ils voient qu'on soutient le terrorisme et le colonialisme d'Israël, qu'on peut massacrer les Palestiniens, qu'on peut envoyer des gens dans les hôpitaux, tuer des gens, qu'on peut massacrer des enfants dans la rue, et que tout ça, non seulement il n'y a pas de sanctions, mais en plus on les encourage en armant Israël pour faire ces choses-là. Il est important d'arrêter le colonialisme d'Israël. Il est important d'arrêter le rôle épouvantable joué par l'Arabie saoudite et le Qatar. Il faut arrêter nos relations avec ces pays tant qu'on ne met pas fin à ce financement du terrorisme, à cet endoctrinement, et tant qu'on ne laisse pas ces populations évoluer vers la démocratie. Il faut également mettre fin à l'ingérence de la Turquie qui aide Daesh en lui permettant d'exporter son pétrole et en fournissant tous ses combattants qui passent par là. Et je crois qu'il faut, pour tout ceci, développer absolument un débat dans les écoles. C'est extrêmement important que dans les écoles, on puisse parler de tout ceci. Et également, il faut de vrais débats dans les médias. Jusqu'à présent, il n'y en a pas eu. Les gens qui disent ce genre de choses sont exclus et censurés des médias. Il faut que tout le monde le sache. Or, nous, les gens qui font des recherches comme moi, ça fait 4 années qu'on dit ce qui va arriver. Ça fait 4 années qu'on dénonce
le caractère criminel de ces guerres. Il y a 4 ans, par exemple, j'ai écrit un livre dans lequel je disais « La guerre de Sarkozy contre la Libye, c'est une guerre pour le pétrole, une guerre pour le fric ». Et dans les grandes rédactions des journaux télévisés et des grands médias, on a dit « Allez, encore un complotiste ». Et maintenant, Hillary Clinton, dans ses mémoires, dit « Oui, Sarkozy, ce qu'il voulait, c'était le pétrole libyen, c'était une guerre du fric ». Donc combien de fois est-ce qu'on va attendre que ce soit confirmé? Et du point de vue des médias, si on avait parlé aussi, et comme il faut, des morts en Libye, des morts en Irak, des morts en Syrie, victimes des mêmes actes terroristes, et si on avait dit quelles étaient les causes, eh bien peut-être que ça aurait empêché des attentats comme ceux de Paris. Mon appel, il est le suivant. On est maintenant à la croisée des chemins. Ou bien on va vers plus de répression, plus d'espionnage. Bien sûr, il faut prendre des mesures contre le terrorisme, mais espionner et restreindre les libertés de tous les citoyens n'est absolument pas une solution. Je pense qu'il faut, face au terrorisme, pas moins de liberté, mais plus de liberté. Et ça passe par la liberté de débattre, ça passe par la liberté de s'informer. Et dans ce sens-là, j'ai vu une chose encourageante dans un des débats du week-end à la télé française. C'est l'actrice française Catherine Fro qui avait déclaré... Et je me suis rendu compte que je ne comprenais rien et que je pense que je ne suis pas la seule à ne rien comprendre à cette histoire, au passé de cette histoire et au présent dans lequel on est maintenant. Et je me suis dit que j'avais envie de me cultiver en fait. Je me disais qu'aujourd'hui, les jeunes gens, ils avaient intérêt à se cultiver, à comprendre le sens de l'histoire. Je crois que ça, c'est un appel fondamental. Pour comprendre la situation, pour pouvoir peser sur les décisions, nous devons nous cultiver, nous former pour comprendre l'histoire, pour comprendre les intérêts économiques et stratégiques qui sont dans tous ces conflits, et pour comprendre les principes de la propagande de guerre, c'est-à-dire la façon dont on manipule. Et Investigation, une partie de notre travail, à côté de la newsletter, du site et de la chaîne vidéo qui est en formation, c'est de faire des livres là-dessus, justement, pour que chacun puisse se former et être capable d'en débattre autour de soi et de dépasser les médias mensonges qu'on entend. Pour conclure mon appel, nous sommes à la croisée des chemins. Le monde est en train de changer très vite, très brutalement. Ça peut tourner dans le sens de encore plus de danger, encore plus de guerre, et c'est ce que certains voudraient en utilisant les attentats de Paris comme prétexte pour aller envahir la Syrie et recoloniser l'ensemble du Moyen-Orient. Et après, on s'attaquera au Hezbollah, au Hamas, à la résistance palestinienne, à tout le monde en fait qui ne se met pas à genoux. Ça peut aller dans ce sens-là, plus de guerre et donc plus d'attentats et plus de terrorisme, ou ça peut aller dans le sens de, au contraire, on commence à prendre conscience que ça ne peut pas continuer, qu'on doit échapper à cette spirale et à cet engrenage, qu'on doit rétablir la fraternité et le dialogue, quelle que soit la religion, quelles que soient les origines, quelles que soient les cultures, qu'on doit essayer de se comprendre et qu'on doit essayer ensemble de comprendre comment on peut mettre fin à la guerre, mettre fin aux attentats, comment on peut aller vers une période qui sera marquée par la paix, par la justice, par le progrès. Et ça, pour moi, la lutte pour la paix, ça passe par la lutte pour une information correcte. Je vous remercie. Bien entendu, il faut passer maintenant à la recherche des coupables. Nous avons publié un communiqué de presse le soir même, dans la nuit, pour demander que tout soit fait afin d'arrêter les auteurs de ces abominations vivants. On avait d'ailleurs lancé le même communiqué, enfin un communiqué comparable, réclamant la même chose au moment des attentats du 7 janvier dernier à Charlie Hebdo et à l'épicerie Cachère. Et pourquoi notre insistance à attraper vivants les criminels? Bien parce que c'est la seule chose qui permette de poursuivre l'enquête, de procéder à un jugement public dans une cour d'assises, de faire ressortir la vérité et puis de rechercher les véritables commanditaires. Parce que pour faire ces attentats, n'importe qui ne peut pas le faire. Il faut avoir des kalachnikovs, tout le monde n'en a pas. Il faut avoir des munitions nombreuses qui coûtent cher. Il faut que tout ce matériel soit en état de marche. Il faut s'entraîner régulièrement. Il faut avoir quelqu'un qui assure la logistique. Il faut avoir de l'argent. Il faut penser, puisque si j'ai bien compris, les assassins étaient même
plus ou moins originaires en partie de Belgique, dans une banlieue de Bruxelles, ont loué d'ailleurs des véhicules en Bruxelles, en Belgique, sont ensuite venus faire leur forfait en France, sont ensuite repartis. Donc tout ceci nécessite une réflexion. Il faut qu'il y ait un cerveau derrière qui prépare tout ça. Et c'est ça qu'il faudrait trouver. Qui est le cerveau? Et qui fournit l'argent? Qui fournit les armes? Malheureusement, force est de constater que, là encore, semble-t-il, quasiment tous les assassins sont morts lors de ces opérations. Il paraît qu'il n'y en a qu'un seul qui est en cavale. Il faut espérer qu'on va pouvoir le reprendre vivant, lui, pour une fois, pour remonter ces filières. Et pourquoi c'est si important de remonter ces filières? Eh bien parce que beaucoup de gens en France trouvent que c'est pas clair, ils ont raison. Ils ont raison de trouver que ça n'est pas clair, parce que cet État islamique dont on nous parle, l'État islamique, c'était quelque chose qui s'est autoproclamé, État islamique. Ce sont en fait des bandes d'assassins. Et cet État islamique, comment fait-il pour assurer ses fins de mois? De quoi vit-il? Où se situe-t-il? De quoi est-il composé? Qui donne les ordres? Et c'est là qu'on commence à avoir des questions qui semblent terriblement gênantes pour les dirigeants occidentaux en général et les Français en particulier. Ce prétendu État islamique exerce sa tyrannie folle sur des arpents de désert qui se situent, si on a bien compris, à peu près aux confins de l'Irak et de la Syrie. C'est donc des territoires qui sont enclavés entre d'autres grands pays, l'Irak, la Turquie et la Syrie. Donc il y a déjà une première question qu'il faudrait se poser, c'est savoir d'où est-ce que cet État islamique tire ses subsides, tire ses ressources. Alors un début de réponse a déjà été fourni. Si on veut bien examiner et étudier les déclarations des uns ou des autres, on sait que l'État islamique, prétendu tel, tire beaucoup d'argent de la vente de pétrole. Et la vente de pétrole, ça ne se fait pas comme ça. Ce sont des ventes qui sont continuelles. Il faut donc avoir des marchés sur longue période. Il semble d'ailleurs que la Turquie joue un rôle tout à fait important dans l'achat de ce pétrole à l'État islamique et dans le fait de payer les responsables. Or, j'observe que la Turquie est un pays qui est membre de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord, de l'OTAN depuis 1955, qui est un grand allié des États-Unis, allié au point que les États-Unis demandent et exigent que la Turquie entre dans l'Union européenne, ce qui d'ailleurs est programmé. Or, la Turquie, donc, sous M. Erdogan, apparaît comme l'un des principaux soutiens financiers de l'État islamique. Il y a deux autres soutiens financiers, pas seulement financiers, mais qui fournissent, si l'on comprend bien, des armes. C'est l'Arabie saoudite et le Qatar. Le Qatar, c'est rien. C'est une péninsule de sable qui a la chance de se trouver sur un gisement absolument géant de gaz dans le golfe arabo-persique. C'est une famille qui exerce une tyrannie folle, mais que personne, bien entendu, en Occident ne proteste contre la dictature au Qatar, puisqu'en fait, le Qatar investit en France. Paraît-il qu'il faut s'en féliciter, alors qu'on cède au Qatar tous nos bijoux de famille, le dernier en date étant d'ailleurs le Centre culturel français à Vienne, en Autriche, qui était un palais du XVIIIe siècle, merveilleux, qui a été vendu là pour quelques dizaines de millions d'euros au Qatar. Et puis le troisième larron, c'est l'Arabie saoudite, qui là, c'est un grand pays avec 22-24% des réserves mondiales prouvées d'hydrocarbures. L'Arabie saoudite, qui est en fait une dictature et une tyrannie comme il n'y en a pratiquement aucune dans le monde. C'est un pays qui est sous le joug d'une dynastie qui vit comme au Moyen-Âge, qui interprète, depuis le fondateur de la dynastie wahhabite, qui interprète l'islam d'une façon extrêmement rigoriste, au pied de la lettre, si j'ose dire, en appliquant la charia. L'interprétation du message coranique tel que le pratique le régime saoudien n'est pas très diffusée dans le monde musulman. Il n'y a pas plus de 10% des musulmans qui sont d'accord avec cette interprétation ultra-rigoriste. Ultra-rigoriste d'ailleurs, mais ultra-rigoriste avec une hypocrisie générale. Pourtant, le Coran
Le Coran condamne ce qu'il appelle dans une sourate al-munafiqun, c'est-à-dire les hypocrites. Tout le monde sait que les dirigeants saoudiens sont les premiers à faire bombance, à boire de l'alcool. Et on a même arrêté un prince ces jours-ci au Liban avec je ne sais plus combien de tonnes de drogue qui est arrivé. C'est un pays sous un joug obscurantiste épouvantable qui pratique la charia, donc qui lapide la femme adultère, coupe la main du voleur, et on n'en parle absolument jamais dans les médias occidentaux. Pourquoi ? Tout simplement parce que les États-Unis disposent d'environ 40 à 50 000 soldats et soutiennent à bout de bras cette tyrannie féroce. Lorsque l'on voit que les Occidentaux ont eu le culot de dénoncer le régime de Bachar el-Assad comme étant un régime tyrannique, oh, je ne dis pas que le régime de Bachar el-Assad est une démocratie merveilleuse, ça c'est bien entendu. Quoique, moi je me suis rendu en Arabie Saoudite et en Syrie et aussi en Irak, il y a déjà un certain nombre d'années, je peux témoigner que la vie quotidienne était infiniment plus agréable en Syrie sous le régime de la famille Assad. Moi j'étais allé sous le règne du père Hafez el-Assad, ou sous la férule tyrannique de Saddam Hussein, que ce n'était le cas en Arabie Saoudite. Passons. Ce sont donc des alliés de l'Occident qui, semble-t-il, contribuent très largement au soutien financier et à l'approvisionnement en armes de l'État, du prétendu État islamique. De telle sorte que, lorsque l'on voit ces rodomontades de nouveau dans la presse française qui se dit comment peut-on lutter contre le terrorisme, etc., et qui propose des mesures de plus en plus coercitives et destructrice de nos libertés publiques, moi, mon premier mouvement est de bondir et de dire « Mais attendez, il y a déjà un moyen extrêmement simple qui consisterait tout simplement à étrangler le prétendu État islamique en ne lui fournissant plus aucune arme ni aucun financement, en n'achetant plus le pétrole qu'il livre. » J'ai oublié de préciser que l'autre source de ce revenu, c'est la vente de trésors artistiques pillés dans les musées en Syrie, que les dirigeants du prétendu État islamique vendent à des Occidentaux. Ce n'est pas moi qui le dis, l'UNESCO elle-même l'a reconnu. Serrons tous les approvisionnements en armes, en financement de prétendu État islamique, organisons autour de cette zone une espèce de cordon sanitaire international, ce truc tombera de lui-même en quelques semaines, peut-être même en quelques jours. Ça voudrait dire qu'il faudrait mettre au pas le régime d'Ankara, de Turquie. Ça voudrait dire qu'il faudrait que les États-Unis exigent du Qatar et de l'Arabie saoudite un changement total d'orientation. Ça voudrait dire en réalité que l'Occident cesse de soutenir le wahhabisme et les salafistes. Et c'est là justement qu'on touche du doigt le grand non-dit de toutes ces affaires. Et que de plus en plus de Français commencent à comprendre. C'est que qui est allé faire encore des mamours au roi d'Arabie Saoudite ou au Qatar, si ce n'est que M. Hollande, encore récemment. Et on me dit qu'il va y avoir un livre qui va sortir de Pierre Péan dans les jours qui viennent sur Nicolas Sarkozy, où l'on apprendrait, paraît-il, que l'émir du Qatar aurait payé le divorce de Nicolas Sarkozy. Mais où est-ce qu'est tombée la République française ? Comment est-ce que l'on peut avoir des prétendus chefs d'État de la République française qui fricotent avec des dirigeants qui sont des dictateurs énormes ? Encore une fois, la dictature d'Arabie est sans commune mesure bien plus sévère que la dictature qu'il y a en Syrie. Comment peut-on avoir des présidents de la République française qui s'abaissent, qui abaissent leur personne et la dignité de leur fonction avec ces alliances contre nature ? Alors, comme si tout cela ne suffisait pas à jeter une espèce d'ambiguïté et de flou incroyable sur ces histoires, on a bien le sentiment que depuis maintenant de nombreux mois, l'OTAN et les États-Unis envoyaient des bombinettes, si j'ose dire. Comment ? La première armée du monde, celle des États-Unis d'Amérique, qui, en matière de maîtrise des cieux, en matière aérienne, de frappe aérienne, est la meilleure au monde. Comment est-ce qu'elle
elle ne peut pas avoir raison de Bédouins au milieu des sables et qui sont dans un pays totalement enclavé. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Ça fait donc des mois et des mois qu'on avait le sentiment que les États-Unis, à la fois, faisaient semblant de bombarder l'État islamique tout en lui donnant du carburant et en laissant ses alliés saoudiens, qataris ou turcs assurer le train de vie de ces assassins. Alors est arrivée là-dessus la Russie. La Russie est soudain arrivée. Et avec la Russie, c'est un peu différent, parce que d'abord, la Russie, elle intervient en Syrie de façon légale, puisqu'elle intervient à la demande des autorités légalement reconnues par la grande majorité des pays de l'Organisation des Nations Unies, c'est-à-dire le régime de Bachar el-Assad. Vous savez qu'on ne peut intervenir militairement dans un État souverain étranger que sous deux conditions. Soit vous avez une demande des autorités légales, c'est ce que la Russie vient d'avoir avec Bachar el-Assad pour intervenir en Syrie. C'est ce que n'ont pas ni les États-Unis, ni la France, ni les pays de l'OTAN. Soit vous n'avez pas le feu vert des autorités centrales, mais vous avez le feu vert du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies, au nom du chapitre 7 de la Charte des Nations Unies. Or, ni les États-Unis, ni la France, ni les pays de l'OTAN ne l'ont obtenu non plus. De telle sorte que les interventions militaires de l'OTAN, des États-Unis, de la France en Syrie sont illégales au regard du droit international, tandis que celles de la Russie sont les seules légales. Et j'ajoute que depuis que la Russie est intervenue, mais on a l'impression que là, pour le coup, les Russes ont mis assez rapidement le holà à l'expansion de l'État islamique. Alors, dans toutes ces conditions, on voit bien que les attentats qui se sont produits à Paris découlent de l'engagement français sous l'égide des États-Unis dans des guerres qui sont illégales au regard du droit international. Et pour chasser du pouvoir en Syrie Bachar el-Assad, et pourquoi donc d'ailleurs ? Pourquoi faudrait-il chasser du régime de Damas le président Bachar el-Assad et maintenir au pouvoir à Riyad la dynastie saoudienne, qui est une dynastie obscurantiste? Et pourquoi donc faudrait-il pas chasser le roi du Bahreïn? Ah oui, le Bahreïn abrite le siège de la 5e flotte des États-Unis. Et pourquoi donc ne faudrait-il pas chasser l'émir du Qatar? Ben oui, l'émir du Qatar, d'ailleurs, il a été remplacé récemment par son fils, par une révolution de palais voulue par les Américains, parce que l'émir du Qatar, il obéit au doigt et à l'œil à Washington. Ou du moins fait-il semblant, parce qu'il mène également une politique biaisée et de soutien avec l'Arabie saoudite à ce que l'islam a de plus rigoriste, ce qui finalement ne gêne pas les États-Unis. Donc, dans ces conditions, la France s'est mise dans la position d'être en première ligne face à des mesures de rétorsion. Pourquoi y a-t-il des attentats islamistes à Paris et pas en Suisse? Parce que la Suisse n'est pas dans l'Union européenne. La Suisse n'est pas dans l'OTAN. La Suisse ne s'ingère pas dans les affaires intérieures de la Syrie. La Suisse n'a pas demandé, n'est pas intervenue pour dire qu'il fallait que Bachar el-Assad dégage. Rappelez-vous cette parole restée historique de Laurent Fabius qui disait que Bachar el-Assad était quelqu'un qui n'avait pas le droit d'être sur la terre. Donc, la politique étrangère incroyablement inconséquente des dirigeants français est la cause numéro 1 du fait que notre pays soit pris pour cible désormais par des attentats aveugles. Bien entendu, ça n'excuse en aucun cas les attentats aveugles. Bien entendu, il faut que tout le monde se mobilise pour les en empêcher. Mais il faut bien comprendre que si nous poursuivons cette politique démente, eh bien, nous aurons encore et encore des attentats et peut-être plus graves. Ce n'est d'ailleurs pas moi qui le dis. C'est M. Manuel Valls, le Premier ministre en personne, qui, avec un cynisme consommé, s'est permis de dire qu'il y aura de nouveau des attentats. Nous avons des dirigeants en France qui font preuve d'une inconscience, qui mettent en jeu la vie du peuple français pour mener une politique diplomatique et militaire qui n'a aucun rapport avec les intérêts du peuple français, mais qui a tout rapport avec les intérêts d'une petite oligarchie économique et financière qui dirige
en fait les États-Unis d'Amérique et l'Union européenne. Parce que ce qui se cache au bout du compte, c'était pas que Bachar el-Assad était un dictateur. Hein, les soutiens de l'Arabie saoudite ne vont pas chipoter. Non. Ce qui se cache derrière, c'est simplement que les États-Unis d'Amérique, les grandes majors pétrolières, plus un certain nombre de grandes sociétés d'ingénierie ou de sociétés financières veulent mettre la main sur la Mésopotamie en Irak, veulent mettre la main sur la Syrie, veulent mettre la main sur le fameux projet de tracé de gazoduc qui pourrait amener du gaz de traversant la Syrie jusqu'en Europe pour contourner l'ours russe. Ce sont des grands sujets économiques qui sont derrière, des grands sujets économiques et financiers. Et pour les populations, on agite de vagues propositions, de vagues motivations concernant les droits de l'homme. Voilà. On en est arrivé aujourd'hui à cette situation épouvantable que le Premier ministre, je le disais à l'instant, fait savoir qu'il va y avoir de nouveaux attentats. Et on a appris le 15 novembre, c'est-à-dire avant-hier, en lisant le journal officiel, qu'un arrêté avait été pris la veille, le 14 novembre, c'est-à-dire le lendemain même des attentats parisiens, un arrêté qui permet la distribution du sulfate d'atropine qui est fabriqué par la pharmacie des armées. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Bien, ce produit pharmaceutique, le sulfate d'atropine, est le seul antidote qui existe à ce que l'on appelle les armes chimiques de guerre, et notamment du gaz sarin, qui est une espèce de neurotoxique très 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 puissant, qui peut être 500 fois plus puissant que du cyanure. Et alors, ce qui est extraordinaire, c'est que dans cet arrêté ministériel, il est mentionné dans les considérants, comme on dit dans le terme de juriste, considérant qu'il va y avoir des chefs d'État qui vont se réunir à partir du 29 novembre à Paris pour la tenue de la COP 21, donc ce sommet là sur l'environnement et sur les émissions de gaz à effet de serre, considérant qu'on n'a pas assez de cet antidote, considérant qu'il y a un risque d'attentat et que si un attentat se produit, il pourrait y avoir un nombre considérable de victimes. Je rappelle que les expériences que l'on a de ce gaz sarin, qui d'ailleurs est interdit, en fait, selon les normes internationales, c'est une résolution des Nations Unies, la résolution 687, qui interdit ce gaz, mais il y a certainement des réserves de ce gaz sarin qui sont détenues ici ou là. La meilleure preuve, c'est que Saddam Hussein l'avait utilisé contre sa propre population. Il y avait eu quelque chose comme 5000 morts. La meilleure preuve, alors c'est pour la preuve que Saddam Hussein est un boucher, mais ça n'est pas forcément une justification pour aller le renverser, au soit dit en passant, puisque maintenant qu'il a été renversé, on compte l'intervention militaire des États-Unis et de l'OTAN pour plus de 1 200 000 morts. Le gaz sarin avait été utilisé dans le métro de Tokyo par la secte Aoum, avait fait quelque chose comme 12 ou 13 morts et 5 500 blessés. Et dans la banlieue de Damas, il n'y a pas très longtemps, en 2013, au moment où se développait la guerre civile en Syrie, il y a eu des tirs de gaz sarin. Alors là, le régime d'un côté, l'opposition de l'autre se renvoie la responsabilité, mais il y aurait eu, les estimations varient entre 350 et quelque chose comme 1730 morts avec ce gaz sarin. Eh bien donc, on apprend à la lecture du journal officiel que le gouvernement envisage, à titre de mesure de précaution, eh bien que comme il n'y a pas assez de sulfate d'atropine, eh bien que celui qui est fabriqué par la pharmacie des armées et dont dispose le ministère de la Défense puisse être, en cas d'urgence, distribué dans tous les hôpitaux. Et on pense évidemment plutôt les hôpitaux de Paris et de l'Île-de-France, puisque c'est à Paris que se tiendra la COP 21. Alors, quand on a publié ça sur la page Facebook, j'ai été éberlué de voir, heureusement il y a eu énormément, la très grande majorité des internautes a approuvé cette information, a bien compris l'importance de cette information. J'ai été quand même éberlué de voir un certain nombre d'internautes qui disaient « Mais comment ça ? Vous faites du catastrophisme, c'est pas bien, vous ameutez la population. » Mais non d'une pipe, c'est pas moi qui ai rédigé l'arrêté ministériel, ni rédigé les considérants. Pourquoi est-ce que nous avons informé, nous lecteurs, de cette affaire ? C'est parce que
Bien entendu que ça prouve que le gouvernement essaie de prendre des mesures de précaution, mais ça prouve aussi que le gouvernement préfère maintenir une politique étrangère, diplomatique et militaire insensée qui nous met aux premières lignes des menaces d'attentats, plutôt que de protéger sa propre population. Parce qu'il y a quelque chose sur lequel il faudrait revenir aussi, c'est que on ne peut pas assurer une protection des populations à 100%, c'est impossible. Même dans les régimes les plus surveillés d'un point de vue policier. Je pense par exemple à l'Allemagne hitlérienne. Sous l'Allemagne hitlérienne, il y avait des attentats. Il y en a même eu un en 1944 dans la tanière du Loup. C'était dans le bunker d'Hitler en Prusse orientale contre Hitler lui-même. Je dis ça parce que ces attentats, il y a un certain nombre de personnes en France, enfin d'ailleurs tout le monde, au lieu de s'intéresser aux origines qui ont causé ces attentats, on part du principe que ce serait une donnée, il y aurait une guerre, ça c'est ce qu'a dit le président de la République, on est en guerre. Il y aurait une guerre, il faudrait donc se protéger comme si on n'était pas à l'origine même de la prétendue guerre. On n'est pas en guerre, c'est la France qui a livré une guerre avec l'OTAN et les États-Unis à des pays comme la Syrie, qui est intervenue militairement illégalement. Il faut bien que les Français se mettent ça dans la tête. La France viole le droit international. La France viole le droit international. La France viole le droit international. Il faut donc bien comprendre que c'est nous qui avons déclaré une guerre illégale et que maintenant nous en avons les retours de flamme. Donc, avant que de s'intéresser à renforcer encore et encore et encore la surveillance et à briser encore et encore les libertés publiques en France, il suffirait déjà de s'intéresser sur les raisons qui sont à cette origine. Je l'ai déjà dit, il faut couper les ressources en argent, en armes, en munitions du prétendu État islamique, et il faut arrêter de violer le droit international. La France n'a rien à faire en Syrie. La France doit se retirer de tous les théâtres d'opération où sa présence est illégale au regard du droit international. Je l'ai déjà dit, lorsque nous arriverons au pouvoir, si d'aventure la France était dans cette situation, la première chose que nous ferions, c'est de rappeler les militaires français qui sont dans des situations illégales au regard du droit international. Alors, je ne voudrais pas conclure ce panorama sans m'intéresser un petit peu aussi aux coupables. Ces coupables méritent un châtiment exemplaire, à supposer qu'il ne l'est pas déjà, puisque, comme je le disais tout à l'heure, ils sont tous morts sauf un qui est en cavale. Et j'espère que celui-là pourra être retrouvé sain et sauf pour qu'on puisse le faire parler. Mais au-delà de cela, je vois fleurir ici ou là des propos incroyables de gens qui veulent remettre en cause toutes les libertés publiques en France, prendre des mesures comme ça, ce sont des propos de café du commerce, des propos de comptoir. J'ai vu quand même M. Laurent Wauquiez, porte-parole des Républicains, qui a dit qu'il fallait ouvrir des camps d'internement pour y placer les 4000 personnes qui étaient surveillées. Mais c'est incroyable, un camp d'internement. En Allemagne, en 1936-37, ça s'appelait Konzentrationslager, c'est-à-dire camp de concentration. Je signale à ceux qui ne le sauraient pas que déjà, du fait d'une loi du 21 décembre 2012, une loi d'ailleurs qui est quand même assez extraordinaire, tout Français qui s'est rendu en Syrie, revenant en France, peut faire l'objet d'une mise en examen, de poursuite, de condamnation et de condamnation à de la prison ferme. Le premier à être tombé sous le coup, c'est un Français, portant un nom français, mais qui était d'ailleurs d'origine, c'était un enfant adopté d'origine sud-coréenne, revenant de Syrie, qui a été condamné à 7 ans de prison, alors qu'il n'avait matériellement rien fait, si ce n'est que d'être allé en Syrie, prétendument dans des camps d'entraînement. Je revoyais les chiffres au mois de juin dernier, il y avait quand même, je crois, quelque chose comme 113 Français qui étaient détenus dans des prisons en France après un jugement, sous l'empire de cette loi du 21 décembre 2012, parce qu'ils s'étaient rendus en Syrie, du côté de Raqqa, dans les camps d'entraînement. Ils n'ont commis, ces Français n'ont pas commis d'exactions sur le sol national, que je crois savoir, mais ils ont été mis en examen, poursuivis et incarcérés et condamnés pour appartenance à une association de malfaiteurs
sans qu'il n'ait nécessairement commis le moindre acte délictueux, autre que celui d'appartenir à une association de malfaiteurs. C'est dire que l'arsenal juridique dont on dispose n'est déjà pas si mal. Il pose d'ailleurs même un certain nombre de problèmes au regard des libertés publiques et des principes généraux de la philosophie du droit. Je signale que le nombre de caméras de surveillance s'est développé comme les champignons après la pluie. Je rappelle également que, en gros, toutes nos conversations, tous nos courriels peuvent être surveillés du matin au soir et du soir au matin, peuvent être également surveillés tous nos achats avec des cartes bancaires, etc. Je rappelle quand même que la surveillance, la filature généralisée est désormais une chose quasiment entendue. Je rappelle qu'on vit dans un État qui est sous le plan Vigipirate rouge ou rouge écarlate ou rouge vermillon, je ne sais plus quelle couleur de rouge, maintenant de façon continuelle. Je rappelle que dans tous les aéroports, dans toutes les gares, il y a maintenant des soldats avec des mitraillettes. Ça prouve quoi? Ça prouve que tout simplement ces mesures n'ont pas suffi à empêcher les boucheries qui viennent d'avoir lieu. Donc je mets en garde tous ceux qui disent, qui réclament encore et encore et encore plus de mesures de surveillance. Ils ne se rendent pas bien compte de ce qu'ils sont en train de faire. On n'est pas en train de régler les problèmes, les risques d'attentats en France, on est en train de détruire les libertés publiques en France et la démocratie. Un dernier mot sur les paumés, là. Ce sont des Français ou des Belges, souvent entre deux cultures. Pas toujours, hein. C'est pas toujours des Maghrébins, hein. Contrairement à les gens pensent que voilà, ce sont pas les gens. Il y a un certain courant de pensée sur la scène politique française situé à l'extrême droite qui a tendance à assimiler tous les assassins, c'est forcément des Maghrébins pour eux, et puis toutes les victimes seraient forcément des Français de souche chrétiens. C'est pas vrai. Force est de constater, il faut quand même le rappeler, que parmi les personnes assassinées au Bataclan, il y avait des Français d'origine maghrébine et qui étaient musulmans. Il faut rappeler que parmi les djihadistes, il y a aussi, notamment ceux qui sont incarcérés, je le disais tout à l'heure, des Français d'origine qui se sont convertis à l'islam. Donc c'est un mensonge que d'établir une identité entre les assassins et l'islam. Je le répète encore une fois, c'est une version, la version salafiste et wahhabite de l'islam est une version complètement exagérée et complètement fallacieuse d'une interprétation coranique fallacieuse. Mais je rappelle encore une fois que la grande majorité des musulmans dans le monde n'approuvent pas du tout ça et au contraire le désapprouvent totalement. Qui est-ce qui devient djihadiste? Souvent des Français d'origine musulmane maghrébine, c'est vrai, mais il y a aussi, comme je le disais à l'instant, des Français de souche qui se sont convertis. Quel est leur point commun? Leur point commun, c'est que souvent ils sont nés dans des milieux défavorisés, dans des banlieues, vivant de petits larcins, n'apprenant rien à l'école, puisque l'enseignement de l'école de la République a été détruit, ayant souvent des problèmes dans leur famille, des familles décomposées ou les parents qui travaillent très tôt avec un petit peu une éducation dans la rue. Ils ne sont pas nés dans le 16e arrondissement en général. Et puis, ils sont confrontés à une société qui leur dit quoi? Qui leur dit, rappelez-vous, je crois que c'était le slogan de Séguéla, si à 50 ans, t'as pas une Rolex, c'est que t'as raté ta vie. Ils vivent dans une société où on leur fait croire que le compendium de la réussite, ce serait le fric. La seule chose qui compterait, ce serait le fric et le fric, plus le cynisme, puisque nous sommes dirigés en France, comme d'ailleurs dans beaucoup de pays occidentaux, par des élites dont toute l'action est d'un cynisme incroyable. Rappelons-nous Cahuzac, le ministre des Finances, qui osait présider des colloques comme à Nanterre en 2012 pour lutter contre la fraude fiscale, alors qu'au même moment, il était un fraudeur fiscal majeur. Rappelons-nous M. Thévenoud, le secrétaire d'État au commerce extérieur, qui, paraît-il, souffrait de phobie administrative. La phobie en question lui interdisait de payer ses impôts, de régler ses factures d'électricité ou de gaz. Et pour toute sanction, ce ministre a quitté le gouvernement et a retrouvé, comme une fleur, son poste de député grassement payé,
sans aucune poursuite. Rappelons-nous le scandale Big Malion, où M. Sarkozy a dépassé de 20 millions d'euros les sommes autorisées pour faire une campagne à l'élection présidentielle. Rappelons-nous le scandale aussi qui émaille les dirigeants du Front National actuellement en région Île-de-France, Valran de Saint-Just, Alex Lousteau, les numéros 1 et 3 de la liste Front National en Île-de-France, sont quand même des personnes qui sont actuellement mises en examen pour détournement de fonds publics. Regardons ce qu'est la société telle qu'elle se présente à la jeunesse aujourd'hui, avec des dirigeants politiques qui sont soit complètement corrompus, soit qui jouent le jeu des États-Unis d'Amérique. Une société où on présente constamment comme modèle, si on peut appeler ça un modèle, la société américaine, où l'on n'existe que si on tire dans le tas. Regardons les jeux vidéo, regardons les séries télévisées, regardons les films qui nous proviennent d'outre-Atlantique et qui sont d'une violence absolument inouïe. La société qui nous vient des États-Unis d'Amérique est une société d'une violence extrême. Alors effectivement, il y a eu un carnage en France, mais les États-Unis d'Amérique sont un pays où le carnage est permanent entre Américains eux-mêmes. Depuis le début de cette année 2015, du 1er janvier jusqu'au 17 novembre 2015, il y a eu plus de 40 000 personnes aux États-Unis qui ont été tuées ou blessées par des tirs, par des fusillades. Et là-dessus, il y a quasiment 300 mass shootings, comme on dit, c'est-à-dire 300, pratiquement un par jour, fusillades meurtrières ou qui mettent en jeu à la fois un tireur et plus de 4 personnes. Il y a des centaines et même des milliers d'enfants de moins de 18 ans qui ont été tués ou blessés par des fusillades aux États-Unis. Voilà l'univers, en gros, qui est présenté à des jeunes désœuvrés. Alors dans ces conditions, eh bien, c'est très facile pour quelqu'un qui a de l'argent, qui a des moyens, d'essayer de distraire certains de ces jeunes et de leur faire croire qu'ils vont avoir une vie de héros. C'est la raison pour laquelle nous devons chercher les commanditaires. Et à cette occasion, et je terminerai mon propos ici, c'est que ce n'est pas parce qu'on a trouvé des coupables, et que probablement ce sont des coupables, effectivement, qui professent un islamisme comme ça d'apparence et qui viennent de l'État islamique, ça n'est pas pour autant qu'on a réglé le problème. Je voudrais citer ce grand dramaturge de la Grèce antique, Euripide, qui disait « Le temps révèle tout, c'est un bavard qui parle sans qu'on l'ait interrogé ». Il faudra des mois, sans doute des années, 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans peut-être, 100 ans, peut-être même ne le saura-t-on jamais, pour comprendre dans toutes leurs composantes tous les tenants et tous les aboutissants des événements que nous vivons aujourd'hui. Je voudrais prendre un exemple. Je conseille à tous les internautes qui sont intéressés de se rendre sur Internet et d'aller consulter le journal Le Monde du 21 juillet 2014. C'était l'année dernière. Ils y trouveront un article faisant référence à une étude d'une organisation non gouvernementale américaine qui s'appelle Human Rights Watch, c'est-à-dire Observatoire des droits de l'homme. Cet observatoire a publié une étude l'année dernière, qui est également disponible d'ailleurs sur Internet en américain. Et cette étude, faite avec des chercheurs, des universitaires, c'est un travail extrêmement solide, sérieux, qui a été mené sur toute une série d'attentats attribués aux islamistes aux États-Unis d'Amérique. Et que révèle cette étude ? C'est que sur de nombreux cas, pas tous, mais sur de nombreux cas, ces attentats ont été commis, c'est vrai, par des musulmans ou des islamistes. Mais sur de nombreux cas, c'était derrière le FBI américain qui avait été le commanditaire, qui avait profité du désarroi, de la détresse, du caractère paumé de certains délinquants ou de voyous, qui les avait fournis en armes, en munitions, en argent, en drogue, et qui leur avait ensuite conseillé d'aller faire des attentats
Dans quel objectif? Pour faire ce que l'on avait appelé autrefois, du temps du Gladio ou de la gare de Bologne, la stratégie de la tension. Je ne dis pas que c'est le FBI et les États-Unis d'Amérique ou certains services de renseignement de telle ou telle puissance étrangère qui sont derrière les attentats de Paris. Je ne le dis pas, parce que je n'en sais rien. Mais je ne dis pas non plus le contraire. Seul le temps nous permettra de savoir ce qui s'est passé. Et si l'on veut être un citoyen lucide, il faut se garder de toute conclusion hâtive. Ça n'est pas pour dédouaner les assassins, hein, bien entendu. C'est simplement pour comprendre que derrière les assassins, il y a des structures qui sont au moins autant assassines. Ce sont celles qui utilisent des gens qui sont à la dérive pour les faire servir des objectifs qui sont le contraire même de ce qu'ils croient. En définitive, ces attentats de Paris, comme ceux qui ont eu lieu le 7 janvier dernier à Charlie Hebdo et à l'épicerie Cachère, quelle est la conséquence concrète? La même conséquence concrète que l'on a pu observer à chaque fois dans des cas semblables, c'est-à-dire une suppression, une diminution rapide des libertés publiques, une diminution de la libre expression, une diminution de la démocratie, la prise en main par une oligarchie d'un pouvoir tyrannique. Que pensez-vous des réformes constitutionnelles voulues par le président de la République? Eh bien, nous y voilà. C'est l'illustration exacte de ce que je disais à l'instant. Il y a quelque chose à quoi les Français doivent porter une attention extrême. C'est que le président de la République française, M. Hollande, a réuni le Congrès, c'est-à-dire a réuni les députés et les sénateurs, le 16 novembre, pour leur proposer une réforme de la Constitution française, réforme de notre loi fondamentale, c'est-à-dire 3 jours exactement après les attentats. Les corps des victimes sont à peine refroidis que M. Hollande nous sert tout de suite une réforme de la Constitution. Rien que ça devrait faire dans tous les esprits s'allumer un signal rouge. Ça n'est pas normal. Ça n'est pas normal parce qu'on ne touche pas à une Constitution. D'abord, on devrait y toucher le moins possible. On devrait même pratiquement ne pas y toucher. On devrait y toucher avec infiniment de précaution, dans un climat de paix civile, de réflexion, de sérénité, et non surtout pas dans un climat d'extrême émotivité, d'extrême tension survenant 3 jours après des attentats. Alors peut-être effectivement ici ou là, on s'aperçoit que la mise en œuvre de l'état d'urgence, sur laquelle je vais revenir dans un instant, prête tel ou tel problème. Mais il n'y a pas besoin d'une réforme de la Constitution pour ça. On n'a pas besoin d'un seul coup de modifier l'article 16. Puisque maintenant, quand on lit la presse, on n'est pratiquement plus surpris de lire dans le journal Le Figaro, par exemple, que le président de la République envisagerait d'invoquer l'article 16 de la Constitution. L'article 16, pour ceux qui ne le sauraient pas, ce sont les pleins pouvoirs pris par le président de la République. C'est-à-dire que la République quasiment est mise entre parenthèses et qu'on est dans un système dictatorial. Dieu sait si cet article 16, d'ailleurs, qui figurait dans la Constitution de la Ve République, qui figure toujours, Dieu sait si la gauche française, à laquelle prétend se raccrocher M. Hollande, a vitupéré contre cet article. C'était l'abomination de la désolation. C'était une époque où François Mitterrand écrivait un livre qui s'appelait « Le coup d'État permanent » pour dénoncer le plein pouvoir donné au président de la République française sous la Ve République d'après lui en temps normal et le risque de dérive fascisante si cet article 16 était mis en application. Voilà-t-il pas que maintenant on envisage que M. Hollande, parce qu'il y a eu une série d'attentats dramatiques, c'est vrai, à Paris, mais la France par ailleurs n'a pas bougé, que M. Hollande prétendrait se saisir de l'article 16, réclamer les pleins pouvoirs et maintenant même modifier l'article 16. Il faut donc garder
un œil extrêmement vigilant à tout cela, de même qu'il faut garder un œil vigilant aux mesures qui ont été prises dans les premières heures. On nous a annoncé la mise en œuvre de l'état d'urgence. L'état d'urgence, c'est une procédure qui avait été inventée en 1955, au début de la guerre d'Algérie. Vous savez que la guerre d'Algérie commence avec ce qu'on a appelé la Toussaint Rouge, le 1er novembre 1954. Donc en 1955 est définie la procédure dite de l'état d'urgence. Bien. Donc François Hollande a décrété l'état d'urgence. C'est un décret en Conseil des ministres qui s'est réuni le soir même, dans la nuit, vers 2 heures du matin. Et état d'urgence. L'état d'urgence qui a été décidé sur l'ensemble de la France métropolitaine et la Corse. C'est quand même beaucoup. Je rappelle que la dernière fois qu'il y avait eu l'état d'urgence proclamé, c'était en 2005, au moment des émeutes de banlieue, et qu'il y avait eu 25 départements qui avaient été concernés. Alors on nous a expliqué que c'était obligatoire que ce soit sur la France entière parce que quoi ? Parce que les terroristes pourraient circuler. Oui, mais les terroristes, ils peuvent aussi circuler à travers l'espace Schengen. Et d'ailleurs, le président de la République, dans sa grande sagesse, le soir même, a dit qu'on fermait les frontières. C'était les premiers communiqués provenant de l'Élysée, fermeture des frontières. Moi, j'étais debout, je veillais, je regardais ces événements. J'ai quand même trouvé ça extraordinaire. Fermeture des frontières, ça veut dire qu'il n'y a plus d'avions qui décollent de Roissy ou d'Orly, ou pratiquement plus, sauf pour les vols intérieurs, qui sont devenus extrêmement minoritaires. Ça veut dire qu'on ne franchit plus la frontière, par exemple, avec la Belgique. Parlons-en, justement. Comment est-ce possible ? C'était pas possible, tout simplement, parce que M. Hollande avait dicté quelque tel Ubu-Roi, avait dit voilà, on ferme les frontières, puis après il s'est rendu compte que ça n'était pas possible sous l'empire de l'espace Schengen, puisque nous avons retiré toutes les guérites, tout ce qui était autrefois les bureaux de douane, les bureaux de la police de l'air et des frontières, ça n'existe plus. Il y a maintenant une autoroute qui passe comme si de rien n'était de la France à la Belgique, on ne se rend même pas compte qu'on change de pays. Donc pour fermer les frontières, ou même simplement pour contrôler les frontières, ce qui a été la décision, après il y a eu du rétro-pédalage, il y a des dépêches de presse qui sont arrivées 2 heures après en disant non, en fait, le gouvernement n'avait pas voulu dire fermeture, il avait voulu dire contrôle des frontières, mais même ça ne peut pas se décider à l'instant même, puisqu'il faudrait qu'il y ait du personnel qui soit sur place. Le simple fait que d'un seul coup de réinstaurer des contrôles aux frontières, ça nécessite quelques heures minimum pour trouver, je ne sais pas moi, une compagnie de CRS ou bien une brigade de policiers de la police de l'air et des frontières que l'on va mettre comme ça à 2 heures du matin, de toute affaire cessante, ou à toutes les frontières terrestres de la République. Ça ne s'est pas passé comme ça. Il faut d'ailleurs pas s'étonner qu'il y a une cavale d'un type qui sans doute est peut-être parti en Belgique, puisque sitôt les attentats commis, la frontière belge est à 2 heures d'autoroute, et encore en respectant les limitations de vitesse. Et donc s'il a foncé à toute allure, il peut repartir. Ça me permet d'ailleurs au passage de souligner l'incroyable médiocrité de réflexion, l'absence totale de réflexion des gens qui font semblant de nous gouverner. Monsieur Hollande, voici 2 mois, était là, le porte-parole, le chantre de l'accueil des migrants par milliers, dizaines de milliers, avec Angela Merkel. Et puis, il y a encore quelques jours, la Commission européenne annonçait que l'Union européenne allait accueillir 3 millions de migrants d'ici 2017. Puis alors, circuler, il n'y a rien à voir. Enfin, si un peuple avait dit, mais quand même, est-ce que vous croyez que c'est tout à fait normal dans le cadre actuel, avec le chômage extraordinaire, on était foudroyés comme si on posait des questions invraisemblables. Et puis voilà maintenant que M. Hollande veut fermer les frontières. Les mêmes qui nous reprochent à nous, quand on dit qu'il faut sortir de l'Union européenne, de vouloir fermer les frontières, ce qui n'a jamais été le cas. Nous, on a dit simplement qu'on soumettra au référendum des Français le maintien ou non dans l'espace Schengen, mais on peut très bien être en dehors de l'espace Schengen et ne pas fermer les frontières. C'est le cas du Royaume-Uni. Le Royaume-Uni, l'Irlande sont des pays qui ne sont pas dans l'espace Schengen, qui contrôlent les flux de personnes qui entrent et qui sortent de leur territoire national, comme d'ailleurs c'est le cas de 95% des pays du monde. Et c'est pas pour autant que les frontières sont fermées. En attendant, les mêmes qui nous reprochaient d'être des gens complètement ahuris, ne connaissant rien au monde, parce qu'on veut sortir de l'Union européenne, les mêmes maintenant décrètent la fermeture des frontières, alors qu'ils disaient le contraire il y a 15 jours. Enfin, tout ça montre l'absence totale de réflexion stratégique
Tout ça montre en définitive que nous sommes dirigés par des gens qui sont à la fois des traîtres et des médiocres.